En RDC, les autorités envisagent de saisir les instances internationales si Luanda ne lançait pas rapidement des enquêtes approfondies sur des violences présumées qui entourent les expulsions de quelques 200 000 Congolais d'Angola. Au Bénin, la justice a condamné l'opposant politique Sébastien Ajavon à 20 ans de prison dans une affaire de cocaïne. Ses avocats, qui n'ont toujours pas eu accès au dossier et le droit à la parole, dénoncent un simulacre de justice. Et puis aux Comores, les affrontements entre l'armée et des opposants au régime du président Azali Assoumani dans l'île comorienne d'Anjoua ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. On en parle également dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé qu'elles envisagent de saisir les instances internationales si Luanda ne lançait pas rapidement des enquêtes approfondies sur des violences présumées entourant les expulsions de quelques 200 000 Congolais d'Angola. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue mercredi par le ministre congolais des Affaires étrangères à Kinshasa. Reportage Yayet Mavinga Nzao. Est-ce qu'il vous a donné des précisions sur... La République démocratique du Congo ne tombera pas dans les pièges d'expulser brutalement les Angolais qui vivent sur son sol, a déclaré M. Shoki Tundu, ministre des Affaires étrangères. Kinshasa invite cependant le gouvernement de la République d'Angola à se ressaisir et à diligenter des enquêtes approfondies pour établir les responsabilités de ces actes condamnables. À défaut, le gouvernement de la République démocratique du Congo se verrait dans l'obligation de saisir les instances compétentes. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé avoir saisi par voie officielle de note verbale l'ambassadeur d'Angola. Qu'est-ce qui est signalé? J'ai fait part dans cette note de la dénonciation et la condamnation de la manière la plus véhémente de ce modus operandi d'expulsion aux antipodes des valeurs africaines de fraternité, d'accueil et d'assistance mutuelle prônées par les pères de l'indépendance qui, du reste, s'éloignent des efforts continentaux d'intégration régionale impliquant la libre circulation des biens et des personnes conformément à l'agenda 2063. Signalant que l'Angola a lancé depuis début octobre une opération contre l'immigration clandestine dans la province de Lunda Norte. Quelques 30 000 Congolais ont été expulsés brutalement et avec des pertes en vies humaines. C'est un compte rendu du Conseil des ministres de mardi dernier, présidé par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Restons en République démocratique du Congo où plus de 50 techniciens de la Commission électorale nationale indépendante participent depuis mercredi à une formation sur la fonctionnalité de la machine à voter. La dite formation a commencé à moins de 70 jours des élections du 23 décembre prochain. Pendant 3 jours, ces techniciens, encadrés par Meru System, l'entreprise sud-coréenne fabricante des machines à voter, apprendront les fonctionnalités de cet outil software et hardware pour une nouvelle prise en charge du processus électoral, annonce la centrale électorale en République démocratique du Congo. À l'ouverture de la session au Campeski Fleuve Congo Hotel de Kinshasa, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a invité les participants à capitaliser cette formation. Vous êtes là pour voir les caractères technique de comment fonctionne la machine. Vous êtes là pour voir, identifier toutes les possibilités ou toutes les éventualités qu'on peut avoir sur la machine en termes de fonctionnalité, en termes de pannes éventuelles, en termes d'opérationnalité. Je vous encourage donc à bien rester attentionné sur les détails. Vous en deviendrez de grands experts. Vous en sortirez les noyaux sur lesquels on va s'appuyer.
Le président de la CENI a profité de cette occasion pour assurer que toutes les machines à voter ont déjà quitté la Corée du Sud. Environ 20 000 machines sont déjà arrivées en RDC. D'autres livraisons sont prévues pour la fin du mois d'octobre pour faire un total de 107 000 pièces qui seront utilisées le 23 décembre 2018. En bref, au Bénin, le parquet a condamné l'opposant politique et homme d'affaires Sébastien Ajavon à 20 ans de prison. Sébastien Ajavon, qui a refusé de se présenter à l'audience en dénonçant des irrégularités dans la procédure judiciaire, est accusé de trafic de cocaïne dans une affaire déjà jugée en 2016. Un précédent procès au terme duquel Sébastien Ajavon avait été relaxé par la justice. Les 10 avocats de la défense n'ont pas eu accès au dossier de leurs clients et le droit à la parole, le juge ayant imposé la présence physique du prévenu comme condition pour sa défense. Les avocats de l'opposant ont dénoncé un simulacre de justice. On écoute. Ce qui vient de se passer devant cette juridiction est en soi inadmissible pour l'avocat que je suis. Et la Cour considère que nous n'avons pas à prendre la parole, car le seul intérêt que la Cour voulait obtenir, c'était la présence physique de l'homme qui est renvoyé devant eux. Nous avons contesté cela. Nous avons démontré que nous étions constitués, mandatés par notre client, mais la Cour a refusé de nous entendre. En conséquence de quoi, l'ensemble des avocats de M. Sébastien Ajavon a fait le choix de quitter la juridiction, de quitter la salle d'audience, parce que nous sommes manifestement dans le cadre d'une situation que je ne veux pas considérer comme une mascarade judiciaire. Je rappelle que nous sommes venus hier pour réclamer tout simplement la possibilité de consulter le dossier pénal devant toutes les instances répressives du monde. Les avocats peuvent venir consulter un dossier avant l'audience. On est venu et le président de la Chambre, celui qui préside aujourd'hui, s'y est refusé. Ce qui se passe là, ça ne se passe pas dans les juridictions. Un juge ne refuse pas à un avocat de prendre la parole. Le juge, sa fonction, c'est de juger. Et pour juger, il faut qu'il comprenne. Et la seule façon pour le juge de comprendre, c'est que l'avocat doit plaider pour comprendre. Et là, l'on nous démontre que l'on n'a pas besoin de comprendre avant de prendre une décision. Dans certains pays, nous ne sommes pas surpris, mais pour le Bénin, nous sommes surpris de ce qui se passe parce que ce pays a connu une évolution sur le plan de la démocratie, parce que la justice participe à cette marche. Nous constatons que malheureusement, l'on se sert de cette justice pour poser des actes qui sont contraires au juste. La diaspora béninoise a tenu en France une rencontre réunissant des Béninois de France, du Canada, de Belgique et de Suisse. Le but de cette rencontre était de donner l'occasion aux anciens ministres béninois de se prononcer sur la situation sociopolitique au Bénin, notamment sur les poursuites judiciaires dont ils font l'objet au Bercail. Reportage. Informer les Béninois vivant à l'étranger sur la situation sociopolitique qui prévaut au Bénin et les exhorter à se mobiliser pour mettre fin à l'acharnement politique dont sont victimes les hommes politiques au Bercail. C'est le but de cette rencontre initiée et organisée par la diaspora béninoise à Paris. Une occasion pour les anciens ministres béninois de se prononcer sur la situation sociopolitique au pays. Le Bénin fait partie des tout premiers pays en Afrique à organiser la conférence nationale. Et c'était quelque chose qui avait été salué et on nous appelait le berceau de la démocratie. Mais depuis avril 2016, ce qui se passe, nous sommes en train d'assister à une destruction carrément du système démocratique. Et on est en train de faire revenir quelque chose que nous avons oublié complètement, c'est-à-dire une dictature qui ne dit pas son nom. La rencontre débat a été organisée par le collectif des Béninois de la diaspora et l'association Convergence pour un Bénin émergent. Y ont pris part des Béninois de la France, du Canada, de Belgique et de la Suisse.
Au Gabon, deux des principaux partis d'opposition accusent le parti au pouvoir d'avoir eu recours à des fraudes lors des élections législatives et locales du 6 octobre dernier. Il s'agit du parti Rassemblement Héritage et Modernité, du principal parti d'opposition du Gabon, Union nationale. En conférence de presse mercredi, Zachary Miboto, président de l'UN, a dénoncé plusieurs cas d'irrégularité ou d'achat de voix. Et pourtant, les observateurs de l'Union africaine avaient jugé l'élection satisfaisante et sans irrégularité. 5 organisations de la société civile ont, tout comme l'opposition, fustigé l'Union africaine et dénoncé des fraudes, notamment des achats de voix aux abords des centres de vote et des transports d'électeurs par des candidats. Pour un deuxième jour consécutif, des députés algériens ont bloqué l'entrée de l'Assemblée populaire nationale. Objectif, demander la démission du président de l'Assemblée nationale. Les images. Saïd Bouadja, le président de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, est accusé par ses détracteurs de mauvaise gestion, de dépenses exagérées et illicites et d'un recrutement douteux. Dans le but de demander sa démission, des députés ont pour la deuxième journée consécutive bloqué l'entrée de l'Assemblée populaire nationale. Nous en avons assez, nous en avons terminé. Nous ne pouvons plus supporter cette situation. Nous sommes dans notre raison, nous sommes dans nos droits, nous en tant que majorité parlementaire, de retirer la confiance à quelqu'un qui pour nous ne jouit plus de la confiance des partis qui l'ont soutenu, qui l'ont porté à ce poste, à cette place. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale a décidé, avec la majorité absolue, premièrement, de déclarer la vacance du poste du président de l'Assemblée populaire nationale. Deuxièmement, de saisir la commission des affaires juridiques, administratives et des libertés afin qu'elle établisse un rapport de preuve de vacance. Les motifs réels de cette crise restent flous et le président de l'Assemblée populaire nationale attribue ses déboires à sa décision de limoger fin septembre le secrétaire général de l'Assemblée, réputé proche de certains caciques du Front de libération nationale, du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. Aux Comores, des affrontements à l'arme automatique entre l'armée et des opposants au régime du président Azali Assoumani dans l'île comorienne d'Anjouan ont fait au moins un mort et plusieurs blessés. Il s'agit là d'un bilan officiellement disponible. La situation restait tendue ce mercredi aux Comores après des affrontements meurtriers entre armée et opposants au régime du président Azali Assoumani. C'est des affrontements qui ont fait 3 morts selon les autorités, suscitent l'inquiétude de l'ONU et de l'Union africaine. Il y a eu des blessés, bien entendu, mais il y a eu des morts. Il y a eu 3 morts, dont une personne âgée, malheureusement. Et ce qui est sûr, ces terroristes sont les principaux responsables de cet acte. L'armée n'a pas tiré. Si jamais l'armée avait tiré, vous imaginez la suite. L'armée a sécurisé la zone, a confiné ces terroristes dans la Médina. Donc ils attendent, ils doivent se rendre ou bien ils vont être arrêtés. Ça c'est l'option. Nous avons choisi l'option le plus responsable possible parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des dégâts du côté de l'armée aussi bien de la population. Il y a eu des frustrations incontestablement à Anjouan-Moélie de par la nouvelle monture concessionnelle qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a ces débordements qui n'ont en aucun cas justifié l'usage de la force, mais il est peut-être aujourd'hui utile de faire cet appel afin que la classe politique se retrouve et trouve une solution politique à ces 2 crises. Sur fond de vives tensions provoquées par la volonté du chef de l'État de prolonger son mandat, les affrontements avaient éclaté ce lundi lorsque des protestataires ont érigé des barrages dans plusieurs rues et autour de Mout Samoudou, ville considérée comme un fief de l'opposition, et que les forces de l'ordre ont ouvert le feu pour les démanteler.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.